Le football est individuel, mais c'est plus collectif. Parce qu'aucun joueur ne peut jouer 1 contre 11. Mais on joue 11 contre 11. Salah, il a une habilité très rapide de pouvoir exécuter ses gestes. Ce n'est pas seulement le système de jeu qui peut influencer un joueur. Salah, on le sait tous, il a une énorme capacité à faire le contre-pressing immense. Et on se souvient, avec les périodes de Jürgen Klopp. Pour ne pas le lâcher, mais c'est un travail qui doit commencer à se faire dans le bazar parce que nous avons assez observé ces grands joueurs, ceux qui n'aiment pas jouer de la tête. Vous voyez un joueur comme Toni Kroos, Luka Modric, vous voyez la nouvelle génération qui est en train de monter. Il y a des joueurs qui peuvent jouer du pied gauche, peuvent jouer du pied droit. Regardez David Alaba. Bonjour et bienvenue à votre émission On Sport Talk consacrée au débriefing et à l'analyse du mouvement sportif africain. Aujourd'hui, je reçois le coach Talakris Joan Didi pour analyser le jeu de l'un des plus grands footballeurs africains. Il s'agit de Mohamed Salah. Bonjour coach. Bonjour Hervé. Comment allez-vous et quelle est votre actualité? Je vais très bien déjà. Et au niveau de notre actualité présentement, nous souhaitons fraîchement une formation de licence d'éducateur Académie B et qui nous donne déjà un autre niveau dans l'encadrement technique. Ok, là je suis propriétaire déjà d'une académie de formation de base qui garde des moins de 5 ans à 15 ans. Déjà, je suis principal avec Fosito Football Filles Academy, juste pour les filles en deuxième division féminine. Et je suis aussi adjoint à OX Club de Douala. On va donc décrypter de fond en comble le jeu de l'Égyptien Mohamed Salah qui brille de mille feux depuis son arrivée à Liverpool. On commence par les qualités du joueur au niveau de l'observation tactique. L'Égyptien est passé d'un attaquant qui marquait moins d'un but tous les 2 matchs à un redoutable attaquant une fois arrivé à Liverpool, autant pour moi, avec des records et des titres de meilleur buteur dans le plus grand championnat du monde. Coach, je reviens à vous. Est-ce que c'est uniquement le système de jeu qui peut influencer une telle mutation chez un joueur, même si on s'appelle Mohamed Salah? Déjà, chez un joueur, ce n'est pas seulement le système de jeu qui peut influencer un joueur, parce que hormis du système de jeu, on a besoin qu'un joueur qui joue sur le côté doit avoir certaines qualités. Et maintenant, avec ces certaines qualités, on doit les développer. Surtout comme nous sommes chez les jeunes, lorsqu'on constate un joueur qui doit jouer sur le côté, on développe ses qualités, parce qu'à part certaines choses, il a certaines qualités qu'il doit avoir personnellement, qui doit nous permettre de décrypter si c'est sur le côté qu'il doit jouer ou pas. Justement, donc, en termes de formation, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles on vous a appelé sur ce plateau pour nous édifier. En tant que formateur, comment inculquer des capacités à un apprenant? À partir de quel moment, chez les U10 par exemple, on détecte les capacités du milieu de couloir? Voilà. En fait, pour détecter les capacités d'un joueur est très facile. Chez le U10, ils ont ce qu'on appelle Global Analytic Global, qui veut dire c'est le jeu. Le jeu et le jeu et le jeu. Dans ce jeu, on va constater que ce sont des enfants de moins de 10 ans. Chacun a ses aptitudes. On va constater qu'il y a un que lui, il veut seulement arrêter le ballon des mains. On constate de l'autre côté, l'autre, lui, il veut seulement défendre. On constate l'autre, quand il prend le ballon, il veut seulement courir avec. L'autre, quand il prend le ballon, il veut dribbler. L'autre, quand il prend, il veut juste donner des passes. De tous ces ingrédients, on détecte d'où chacun peut commencer à jouer. Comme on peut voir un gardien, on peut voir un défenseur, on peut voir un 10, on peut voir un avant-centre, celui qui veut seulement tirer dans les goals, on peut voir un milieu de couloir, celui qui veut seulement dribbler ou un 10. Déjà, ça nous permet de savoir comment développer ses enfants avec le temps. Okay. Revenons donc sur Mohamed Salah. Je l'ai dit dans mes propos de départ, c'est quelqu'un qui ne marquait pas beaucoup lorsqu'il était à la Fiorentina et même à la Roma. Certes, il a eu des fulgurances à la Roma,
ce qui a tapé l'œil de Jürgen Klopp. Mais une fois arrivé à Liverpool, comment est-ce que le système de jeu, ou bien quelles sont les choses qui, permettez-moi de le dire ainsi, qui ont entraîné une telle performance chez Mohamed Salah? Comment on peut passer de joueur moyen à superstar lorsqu'on devient joueur d'un autre coach? Mohamed Salah, déjà, il n'était pas un joueur moyen. Je le dis pourquoi. On ne devient pas ce qu'on n'a pas été. S'il a été à la Fiorentina, il a été à Chelsea, il a été à la Roma, c'est parce qu'il avait ce talent-là. Et maintenant, tout dépend du fonctionnement de l'équipe et de l'entraîneur qu'il a à main. Et ça dépend de la confiance qu'on le lui remette. On peut dire qu'il a manqué de temps de jeu dans des autres compartiments parce que celui qui était devant lui prenait tout le temps. Mais dès qu'on a détecté ce petit jeune homme qui avait cette capacité, avec son moins de temps de jeu qu'il avait à la Roma, il est arrivé à Liverpool, on lui a donné la chance de 2 fois sa clique de départ. Ce n'est pas parce qu'il était moyen, c'est juste qu'il n'avait pas encore l'opportunité de se défendre comme il le fallait avec le temps. Tu as un tout petit peu embrayé une sorte de transition pour la prochaine question, parce que je voulais également qu'on s'intéresse au niveau du positionnement de Mohamed Salah. C'est quelqu'un qui est rapide avec une excellente capacité de dribble. Voilà, il est positionné sur le côté, tout le monde le connaît. Et en attaque, nous les observateurs, on a l'impression qu'on sait ce que Salah va faire. En tant que gaucher positionné sur le côté droit, on se dit, et c'est ce qui se passe généralement, qu'il va prendre son pied gauche et enrouler. Mais sauf que nous, on sait ce que Salah va faire, les défenseurs savent ce que Salah va faire, mais Salah parvient à le faire et à marquer. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Il y a le coup de l'instinct, déjà, qui entre lorsque nous sommes sur le terrain. Il a une capacité très forte. Salah, il a une habilité très rapide de pouvoir exécuter ses gestes. Et les défenseurs, je le dirais très bref, les défenseurs, il peut se dire qu'il peut anticiper sur le geste, mais il suffit seulement d'un moindre petit truc pour qu'il rate ce qu'il doit faire. On ne voit pas le dribble venir, on constate que c'est déjà là. Et maintenant pour le défenseur, parce que voilà, vous êtes un formateur, lorsqu'on est en face de soi, supposons que vous êtes l'entraîneur adverse, voilà, et face à vous, vous avez Mohamed Salah, qu'est-ce que vous dites à votre défenseur lorsqu'il est face à un attaquant comme Mohamed Salah, très vif comme vous le dites, très rapide dans la vitesse d'exécution et capable de venir sur son pied gauche et enrouler? Ce que je dirais, si j'ai Mohamed Salah en face de moi, comme adversaire, chaque coach a sa philosophie et sa politique de jeu. Je pourrais dire, mon défenseur ne recule pas lorsqu'il est face à Salah. Il joue au pressing 1 à 1, corps à corps. Parce que c'est un joueur, si tu lui donnes une distance d'1 mètre, il peut te faire ce que personne ne peut imaginer faire. On ne lui donne pas le temps de réfléchir. On le colle à la semelle. Il doit sortir. Là, ça va nous rappeler le match Cameroun-Égypte. Pourquoi Mohamed Salah n'avait pas fait le jeu à 100%? Cameroun-Égypte, non. Récemment, à la CAN. Contre Noutolo. Noutolo est resté sur lui. Marquage à la culotte. Du coup, il n'a pas su. Même chose qui s'est passée à la Champions League, Real de Madrid contre Liverpool. Sergio Ramos ne lui a pas donné le temps de réfléchir et du coup, ça lui est réduit. Parce que quoi? C'était le marquage à la culotte. Et maintenant, revenons sur les qualités de Mohamed Salah. On a évoqué tantôt sa façon de jouer. Et je veux savoir, parce que vous avez cette casquette de formateur, comment est-ce qu'on développe cette capacité chez les jeunes, cette capacité à utiliser de façon aussi efficace son pied gauche ou son pied droit? Déjà dans le football moderne aujourd'hui, on développe toutes les capacités des enfants, que ce soit le pied droit, que ce soit le pied gauche. C'est pourquoi la nouvelle génération qui est en train de monter, on constate qu'il y a certains joueurs qui développent bien le pied gauche ainsi que le pied droit. On ne peut pas imaginer de quel pied il est fort, il est faible. Maintenant, pour développer les qualités d'un joueur comme Salah, sur le côté,
quand il est encore tout petit. Lorsqu'on a constaté que c'est un enfant qui joue bien de côté, qui veut dribbler, il y a des ateliers qu'on utilise pour lui montrer ce qu'il doit faire. Il y a les slaloms, il y a les dribbles 1 contre 1. Là, on le met face, on le permet de réfléchir seul. Mais après cela, on constate ce qui n'a pas marché, on le ramène dans les ateliers de conduite. Parce que c'est ça qui lui permet de maîtriser son ballon à 100%. Et maintenant, Mohamed Salah, je le disais tantôt, certains le rangent, le catégorisent au niveau des jeux stéréotypés à la Arjen Robben. Et oui, Arjen Robben, la capacité à répliquer sur son pied gauche et à enrouler, comme je le disais tantôt. Maintenant, au niveau de l'observation cognitive, dans la compréhension du jeu, Salah, on le sait tous, hein, il a une énorme capacité à faire le contre-pressing immense. Et on se souvient, avec les périodes de Jürgen Klopp, il exigeait énormément de pressing chez les attaquants, ce qui permettait de récupérer les ballons très haut. Donc maintenant, ce que je veux savoir, c'est comment faire intégrer cet état de choses à un attaquant lorsqu'on sait qu'il est omnibulé par le but. Comment conseiller l'attaquant par le travail défensif, un attaquant comme Mohamed Salah, aux tâches défensives à récupérer vite le ballon. Pourtant, on se dit que voilà, le commandant des montagnes se dit que lui c'est un finisseur, donc il n'a pas besoin souvent de défendre. À ce niveau, c'est où l'objectif du groupe est plus important que l'objectif individuel. Parce que lorsque un joueur comme Salah joue, on peut croire qu'il ne va pas barrer. Mais maintenant, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend des objectifs donnés par l'entraîneur, des consignes précises. Comment on joue, comment on se déplace. Maintenant, ça nous amène d'où on fait des travaux aux entraînements. On nous permet, on nous dit comment travailler et on leur montre comment travailler. Travail de groupe. Le football est individuel, mais c'est plus collectif. Parce qu'aucun joueur ne peut jouer 1 contre 11. Mais on joue 11 contre 11. Et maintenant, en jouant 11 contre 11, on dit toujours la première défense commence par l'attaque. La première défense, c'est l'attaque. Et on leur inculque ça aux entraînements. Comme ça, ils peuvent le répéter au match directement. C'est pourquoi ils ont la capacité déjà, la nouvelle génération, de voir un attaquant dès qu'il a perdu, il est au pressing directement. Et c'est ça qui a donné la capacité à Mohamed Salah de comprendre que son groupe peut passer plus qu'avant sa personne quand il a perdu le ballon. Exactement, et c'est l'une des caractéristiques de Jürgen Klopp, le pressing haut. On l'a vu lorsqu'il était au Borussia Dortmund, arrivé à Liverpool, il a trouvé les éléments essentiels parmi lesquels Mohamed Salah pour exercer ce pressing haut et récupérer le ballon. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est au niveau tactique. Nous sommes là toujours dans la compréhension du jeu de Mohamed Salah. Ce mécanisme de récupération et de pressing haut, dans quel système de jeu est plus pratique et efficace? Un 4-4-2, un 4-4-3? Parce que là, avec Jürgen Klopp, c'était pratiquement un 4-3-3. C'est l'impression qu'on avait, même si quelquefois c'est le 3-5-1, 3-5-2 avec des pistons, Alexander Arnold et l'autre, l'Écossais, son nom m'échappe. Trent Alexander Arnold et voilà, Robert. Voilà. Robertson. Donc, Robertson, exactement, c'est ça. Merci, Codon. Ce mécanisme, est-ce qu'il est efficace en 4-4-2, en 4-3-3 ou alors un autre schéma? Ce mécanisme de pressing haut n'a pas de schéma spécifique. Avec tous les schémas, on peut l'appliquer. Ça dépend de comment on a dit aux joueurs de faire. Si on les a demandé de jouer bloc médian, ils vont jouer bloc médian, même si c'est en 4-3-3. Si on a demandé de jouer bloc bas, ils vont jouer bloc bas, même si c'est en 4-4-2. Maintenant, si on leur demande, après la perte de balle, c'est le pressing haut, à tous les dispositifs, on va les avoir. 4-4-2, 4-3-3, 3-5-1, 3, tous les dispositifs. C'est juste les consignes données qui font la différence. Et maintenant, je parlais toujours d'intelligence. Et je pense que Mohamed Salah s'est révélé véritablement sous les ordres de Jürgen Klopp. Je veux dire, étant donné que le coach, on parle de plus en plus de manager de nos jours,
comment concerner autant de joueurs et surtout une star comme Mohamed Salah, le buteur de l'équipe? Quel type de discours on peut tenir pour faire en sorte qu'un joueur comme Mohamed Salah puisse être concerné par le travail défensif? Pour atteindre les joueurs comme Mohamed Salah du haut niveau, il faut essayer de leur ramener dans leur personne. Leur ramener dans leur personne, c'est pour leur dire, il peut faire plus que ce qu'il pense qu'il est en train de faire maintenant. Le travailler mentalement, l'encourager, le motiver, le booster au plus. Le prendre comme un ami, le parler, l'amener à comprendre que l'équipe peut reposer sur lui en toute chose. Il va vous donner le résultat que vous demandez. Parce que lorsqu'on essaie de frustrer le joueur, ou bien on essaie d'éloigner le joueur de soi, il ne peut pas vous donner ce que vous voulez. Mais avec les managers, comme les José Mourinho, les Jürgen Klopp, ils ont la capacité de parler aux joueurs et le joueur change d'avis. Et c'est ce que nous avons besoin dans le monde du football aujourd'hui. Voilà, et la période, vraiment, je vais dire, la période d'ultra-domination de Liverpool, période durant laquelle ils avaient remporté la Ligue des Champions, joué même 2 finales de Ligue des Champions, une remportée et une autre perdue contre le Real de Madrid. Il y avait un trio offensif. Mohamed Salah, Firmino et Sadio Mané. Lorsqu'on a 3 joueurs offensifs, et là, je m'intéresse à Mohamed Salah parce que c'est notre plat de résistance. C'est celui sur lequel nous sommes en train de discuter et faire notre analyse. Comment se fait le jeu collectif entre 3 attaquants? Parce qu'on a vu un Mohamed Salah qui quelquefois quittait son couloir et se positionnait en numéro 9. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer et comment ça se travaille à l'entraînement? On appelle ça de la cohérence dans le jeu. Tous les attaquants doivent avoir la capacité de communiquer entre eux lorsqu'ils sont en train de jouer. Et la ligne d'attaque, le football moderne dit un milieu de couloir, c'est un bon avant-centre. C'est pourquoi il a la capacité de bien se retrouver à l'axe. Maintenant, dès qu'il se retrouve à l'axe, il sait comment il peut jouer. Parce que quoi? Il a eu cette formation. Parce qu'un bon joueur de base, il doit avoir minimum 3 postes. Est-ce que ça ne participe à disperser le joueur au point de le faire perdre ses fondamentaux? Ça ne participe pas, puisque tout ça c'est l'offensif. Ça ne le disperse pas de perdre ses fondamentaux parce que c'est toujours le même poste. Juste qu'il est attaquant, il est juste parti au centre et l'autre a basculé sur le côté. Mais tout ça ressort toujours à l'attaque. Justement, je reviens sur l'enseignement parce que c'est quelque chose qui se travaille à l'entraînement, je suis d'accord. Mais maintenant, lorsqu'on est chez les jeunes, et vous le disiez tantôt dans vos propos préliminaires, que chez les jeunes, chez les U10 par exemple, il n'y a pas de poste. On laisse les enfants jouer et on essaie de détecter les aptitudes ou bien les caractéristiques innées de tout un chacun. Mais lorsqu'on observe chez un enfant la volonté de dribbler et qu'on le forme en tant que dribbleur et marqueur, donc joueur offensif, revenir en professionnel et par exemple le voir, comme vous le disiez tantôt, il faut avoir la capacité de jouer partout sur les postes offensifs. Le voir par exemple numéro 9, sachant que l'une des qualités du numéro 9, ce n'est pas forcément le dribble. Est-ce que là, il ne va pas perdre ses repères, je reviens sur l'expression, ses repères de formation d'antan? Désolé de revenir sur une question. Qui a dit que la qualité d'un 9, ce n'est pas le dribble? Pour marquer, il faut éliminer. Forcément, je vais dribbler celui qui est devant moi. Le couloir est généralement connu comme étant le dribbleur de l'équipe. Capable de faire la différence, de marquer et même de faire la passe. La seule différence qu'il y a sur tout ça, c'est au niveau de la percussion. Parce qu'en 9, tu peux demander les ballons sur les côtés, mais tu ne peux pas avoir telle de percussion que le joueur qui est sur le côté. Parce que le joueur qui est sur le côté, il est placé en 3 quarts.
il a l'observation de tout le couloir du jeu. Du coup, dès qu'il oriente le ballon, il peut faire du ballon ce qu'il veut. Mais toi, l'attaquant qui est là, tu n'as pas l'observation de tout le terrain. Donc, du coup, tu es déjà bloqué d'une partie. Et maintenant, tu dois faire face à celui qui est devant toi. Mais, un bon couloir, c'est un bon attaquant. Il y a des joueurs qui sont percutants de nature. Il y a des joueurs qui travaillent la percussion. Lorsqu'on a vu quelque chose, on essaie de le travailler. Je vais prendre l'exemple sur un joueur comme Mesut Özil. C'est un joueur techniquement bien, mais lorsqu'on le regarde, on sent que quand il était tout petit, il était un peu nonchalant dans ses dires. Mais maintenant, regardez sa période au Real de Madrid, quand on l'avait décalé un peu sur le côté. Il était percutant. Mais quand il arrivait à Arsenal, il était en 10. En 10 là-bas, il jouait plus nonchalamment. On pourrait se dire que c'est parce qu'on a travaillé sa percussion. Lui, sa percussion a été travaillée. Mais maintenant, lorsqu'on regarde un joueur comme Vinicius, le Brésilien, il a une percussion naturelle. On le développe juste davantage. C'est d'où ça fait la différence. Un joueur qui subit beaucoup de fautes, psychologiquement, on le motive toujours. Parce qu'on peut le faire la faute, il tombe, il s'énerve, il va vouloir se chamailler. Maintenant, on évite cela en l'encourageant. Pour dire, hey, tu peux faire mieux, il n'est pas plus fort que toi. Continue à travailler juste. Continue à partir sur lui et tu vas le traverser. Parce que si on le laisse 2 secondes, il peut se fâcher et il cale au sol. C'est pourquoi dans une équipe, il n'y a pas juste, on ne met pas le point fort sur un seul maillon, mais on détermine d'autres. Dès que je constate qu'on a mis le point sur mon maillon fort, mon génie, je lui demande de jouer librement, de relâcher les ballons, ne portez pas. Parce qu'il sait qu'à tout moment, on va le toucher. Du coup, il peut jouer en 1 touche, en 2 touches, en 3 touches, pour se sentir libre. C'est un consigne à donner. Ça va lui permettre d'être développé individuel, d'être libre dans son jeu. Parce que là, il sait déjà, il n'a pas la possibilité d'élaborer comme il le faut. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire jouer les autres. Bien que Salah soit un excellent attaquant, seulement 4% de ses 269 buts en carrière ont été inscrits de la tête. Coach Tala, est-ce qu'il y a un travail spécifique pour améliorer le pourcentage de buts de la tête chez Mohamed Salah? Pour améliorer le travail de la tête, bien sûr, il y a des exercices et des ateliers et des milliers de façons pour améliorer le jeu de la tête. Mais maintenant, il y a aussi l'étude de la personne qui est en face de nous. Parce que selon l'éducation, lorsque nous sommes en train de monter, on constate bien que dès l'enfance, il y a certaines personnes qui n'aiment pas jouer de la tête. Déjà, avec cette capacité de personne, ils développent ces capacités. Et c'est surtout plus les techniciens qui n'aiment pas jouer le ballon de la tête. Les techniciens, les gens qui connaissent bien jouer du pied. Les dribbleurs, comment je peux dire, les meneurs de jeu. Ces gars, ils n'aiment pas souvent jouer de la tête. C'est très rare de voir les meneurs de jeu qui jouent de la tête. Comme Mohamed Salah, je peux prendre l'exemple de Mesut Özil, qui n'aime pas jouer de la tête. Je peux prendre l'exemple. C'est l'un des joueurs. C'est l'un des joueurs que j'ai beaucoup vu, que j'ai aimé voir jouer. Riyad Mahrez, les Angel Di Maria, ils sont des joueurs avec excès de talent, mais quand ça vient de la tête. Même Messi, lui-même, il n'aime pas trop jouer de la tête. Difficile de jouer de la tête. C'est parce que ce sont des joueurs avec de la façon dont ils ont grandi à cette époque-là. Ça fait partie de la formation. Vous savez, il y a certains entraîneurs qui ne mettaient pas souvent l'accent sur ça. Même si je sais qu'un enfant ne peut pas jouer de la tête, mais je le fais un travail de la tête. On ne sait pas d'où il va se trouver un jour, si c'est devant les buts, si c'est à côté pour sauver même le but de son camp, pour pouvoir toucher juste le ballon de la tête. Mais généralement, il n'aimait pas jouer de la tête. Et je vais toujours revenir sur nos fameuses histoires camerounaises en stage, de notre fameux joueur Théophile Abega. On nous a raconté une histoire toujours en stage d'où il n'aime pas jouer de la tête, ce grand technicien. On a fait un ballon de corner
Le ballon est venu sur lui pour qu'il tête. Il s'est courbé. Ce sont le joueur qui était derrière lui qui a marqué le but. Pourquoi? Lui ne joue pas de la tête. Même si le ballon vient n'importe comment, il ne joue pas. Mais, sauf que, est-ce que là, vous n'êtes pas en train de céder aux caprices du génie? Parce que, certes, je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Mohamed Salah, c'est 32 ans. Vous savez, il dit que voilà, l'essentiel de sa carrière est derrière lui. Oui, je pense que dans le futur. Mais je vois mal Mohamed Salah aujourd'hui travailler cette faiblesse-là. Surtout qu'il a su combler cette faiblesse en explosant avec son pied gauche et avec d'autres qualités qui lui sont propres, parce que c'est quand même 269 buts et ça va forcément évoluer parce que là, on est en début de saison en première ligue et qu'il a déjà marqué lors de la première et de la deuxième journée et certainement lors des prochaines des journées qui vont suivre. Et donc, je dis, parlons beaucoup plus des jeunes. Certes, je peux être d'accord, je ne suis pas sans être spécialiste, que dès le bas âge, c'est difficile de familiariser l'enfant avec le jeu de tête parce qu'il est encore très petit. On peut estimer qu'il est fragile au niveau de la tête. Mais lorsque l'enfant évolue, disons U15, U16, surtout pour moi, les attaquants, tu peux me démentir, surtout les défenseurs et les attaquants. Le défenseur, c'est clair qu'il faut absolument avoir un bon jeu de tête. Parce que sur le corner, généralement, le défenseur, c'est la première personne qui est censée nous voilà, sortir le ballon de la tête. Maintenant, pour être un attaquant complet, par exemple, à la Patrick Boma au Cameroun, ou bien à la Papa Bouba Diop, feu de mémoire au Sénégal, est-ce qu'il ne serait pas mieux de travailler tous les compartiments qui seraient à même de permettre aux jeunes footballeurs africains d'être performants à tous les niveaux? Bon de la tête, pied gauche, pied droit. Avec le temps et l'observation du football moderne qui évolue, vu les années antérieures, on a modifié certaines choses chez ce qu'on a observé, chez ceux qui sont passés. Les joueurs comme Mohamed Salah, qui n'aiment pas jouer de la tête, sont seulement en train de nous dire comment on doit s'imprégner avec les jeunes. Qui veut dire nous devons leur inculquer cela dès le bas. Vous avez dit tout à l'heure, ils sont fragiles. Et aussi, chaque niveau a sa part de taille de ballon et son poids. Qui veut dire, si on dit, il y a peut-être un 8 ans qui s'entraîne, il joue avec la taille du ballon et le poids qu'on sait que même s'il tête, ça ne va pas le faire du mal. Du coup, on commence à les inculquer ça dès le bas âge, au fur et à mesure pour qu'ils prennent le goût, pour ne pas les lâcher. Mais c'est un travail qui doit commencer à se faire dès le bas âge parce que nous avons assez observé ces grands joueurs, ceux qui n'aiment pas jouer de la tête, c'est un gaucher qui joue juste du pied droit. On prend l'habitude maintenant, c'est tout ça qui nous amène dans une formation de base nette. Qui veut dire quoi? On commence le football à une période où nous sommes à le U7. Le U7, quand nous sommes à l'initiation déjà, à l'éveil. À U7, nous sommes à l'éveil du football. Maintenant, dès qu'on arrive à U10, on combine les deux pour faire éveil et initiation. Ça fait éveil et initiation. Là, nous sommes en train d'amener les enfants. On arrive à les U12. Nous sommes à la pré-formation. D'où on propose maintenant le perfectionnement de tous les gestes techniques. Qui veut dire le jeu de tête est inclus, le jeu de pied gauche, le jeu de pied droit. Ça, on appelle ça le perfectionnement technique. Maintenant, dès qu'on arrive à la formation même, les U15, ils sont passés de la pré-formation. La formation, ça veut dire qu'ils ont pris un volume. Maintenant, on accentue le travail. Le dosage du travail augmente. Même celui qui refusait de jouer de la tête, il va commencer à jouer de la tête obligé. Parce que c'est une nouvelle donne. Avec l'observation qu'on a fait avec le temps, ça nous a donné une autre canevas de comment travailler avec les jeunes. Tu l'as évoqué. En quelques mots, la capacité à jouer avec son autre pied. Parce qu'on a l'impression que Mohamed Salah, ce n'est que son pied gauche. Et ce n'est même pas une impression, les statistiques le prouvent. Mohamed Salah, c'est plus de 90 buts avec son pied gauche.
et il utilise son pied droit rarement. On va le dire trivialement, il utilise pour courir seulement. Parce que en situation offensive, c'est exclusivement le pied gauche. Certes, honnêtement, j'ai eu du mal à placer cet aspect dans les points faibles parce qu'il a su combler cette incapacité d'être décisif avec son pied gauche. Mais maintenant, je pense que le caractère ambidestre est de plus en plus travaillé chez les jeunes. Et au-delà de Mohamed Salah, parce que honnêtement, ce n'est pas une faiblesse en tant que telle lorsqu'on voit son nombre de buts et ce qu'il a déjà eu à réaliser en ayant travaillé ses qualités. Maintenant, le caractère ambidestre, à Ousmane Dembélé, parce qu'en Afrique, je peux me tromper, je ne sais pas, ceux qui regardent la vidéo peuvent nous dire en commentaire les joueurs ambidestres, donc capables de jouer avec les deux pieds en Afrique qu'ils ont connus, mais honnêtement, de mémoire, je n'en ai pas. Mais voilà, je pense qu'actuellement, on a parlé de Ousmane Dembélé, quelquefois aussi Lamine Yamal, l'Espagnol, même si c'est aussi quand même au pied gauche. Donc, comment faire en sorte que un joueur qui a le profil de Mohamed Salah améliore son pied? Un joueur qui a le profil de Mohamed Salah, déjà je dirais, nous observons ses points faibles déjà, pour pouvoir faire travailler les jeunes, mais avec son profil, il a accentué plus son travail sur son pied droit, sur son pied gauche, pour autant pour moi. C'est pourquoi à un certain niveau, il a les difficultés de travailler avec son pied droit. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'utiliser, mais il ne peut pas l'utiliser exact comme son pied droit, comme son pied gauche. Exactement, c'est d'où on revient sur le cas de Ronaldo, d'où non, au Cristiano Ronaldo, d'où il sait inculquer la norme de travailler ses deux pieds au même niveau. Parce que c'est joueur. Lui aussi, j'ai oublié, en parlant du joueur ambidestre, Cristiano Ronaldo, c'est également quelqu'un qui est extrêmement performant, pied gauche, pied droit. Parce que ce sont des joueurs qui sont très rares à trouver dans le monde. Jouer des deux pieds. Du coup, nous sommes entrés dans la formation. Vous voyez un joueur comme Toni Kroos, Luka Modric. Vous voyez la nouvelle génération qui est en train de monter. Il y a des joueurs qui peuvent jouer du pied gauche, peuvent jouer du pied droit. Regardez David Alaba. Il est là. Il joue du pied gauche, il joue du pied droit. On le positionne du côté gauche, il joue. On le positionne du côté droit, il joue. C'est parce qu'avec le temps, la formation a changé de niveau. Au fur et à mesure, on découvre des enfants qui peuvent jouer. Il y a même Hernandez, les frères Hernandez. Le plus jeune, je crois que c'est Théo. Il joue des deux pieds. C'est rare. Pavard, il joue des deux pieds. Ce sont des... Justement, et lorsque vous énumérez, vous en tant que technicien et observateur extrêmement averti du football africain, vous énumérez des joueurs européens, des joueurs sud-américains, mais là, on a du mal à ressortir les footballeurs africains. Est-ce qu'on manque de génie ou alors on a des défaillances au niveau de la formation pour ressortir ce type de joueur, ce type de profil ambidestre? Je pourrais pas dire on a des défaillances, mais c'est juste qu'on a mis plus d'accent sur certaines choses pendant la formation que d'autres. Qui veut dire, là maintenant, pendant nos formations, on nous dit on doit mettre l'accent sur les deux, ne pas laisser un côté. Mais sachant naturellement qu'il a son pied fort, mais on met l'accent sur les deux. S'il a tété de la tête de ce côté, on doit le faire téter de ce côté. On la prend tout, de gauche à droite. De gauche, on dit ce qu'il a fait du pied droit, on l'amène à faire la même chose du pied gauche. Là, on a Jean-Charles Castleto, défenseur central camerounais. Il a la possibilité de toucher le ballon de ses deux pieds. André Onana aussi, il ne faut pas oublier. Il a la possibilité de jouer des gardiens de but camerounais, qui a la possibilité de jouer des deux buts. C'est juste qu'avec le temps, les deux pieds, avec le temps, on ressort tous ces gaillards-là. Il y a aussi Martin Onla. Ce sont des gars qui ont eu la capacité de jouer des deux pieds. Donc, avec cela, Naby Keita, pareil. Le Guinéen, il joue des deux pieds. Donc, avec cela,
on développe certains talents. Il y a Koulibaly du Sénégal, milieu de terrain défensif. Il a développé cette qualité. Il joue des deux pieds. Ça nous amène à comprendre que la formation est en train de prendre un autre coup dans le monde du football déjà, parce qu'ils sont en train de développer plusieurs personnes. En parlant de développement, je pense qu'on a été fourni en termes d'informations concernant la formation et le décryptage du jeu de Mohamed Salah pendant 5 minutes. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Si vous estimez qu'il y a eu des manquements, n'hésitez pas à nous faire des remarques. Si vous avez des joueurs sur lesquels vous aimeriez nous voir discuter, analyser, décortiquer, mettez-le nous en commentaire et nous serons très heureux de débattre et d'analyser leur jeu pour vous. Merci Coach Talla d'avoir été avec moi. Merci à vous, Hervé. Merci également à vous qui nous avez regardé. Vous connaissez la devise de votre chaîne On Sport TV. Vous likez, vous commentez, vous partagez et vous vous abonnez. À très bientôt.